Alors bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. On va poursuivre autant que faire se peut le cours de spécialité maths. Donc je vous avais laissé le 65 page 517 la semaine dernière, ça semble tellement loin depuis. Alors j'espère que vous l'avez tous fait, c'est juste une interprétation vis-à-vis du calcul d'un produit, même en fait de deux produits, et là vous avez un cadre concret. Donc je vous ai remis ici, on va faire la correction normale, et puis évidemment sur le Discord, vous aurez la possibilité de me poser toutes les questions, si vous voulez éclaircir un point, il n'y a pas de souci. Et on poursuivra le cours avec cette vidéo, et pareil dans le Discord, si vous voulez me poser des questions, j'y répondrai bien volontiers. Ou revenir sur un point, voilà, et la vidéo sera disponible indéfiniment. Donc du coup, on vous demande... Alors je ne vais pas relire l'énoncé, vous l'avez sous les yeux évidemment, vous avez tout le matériel nécessaire. Et donc on vous demande en première question de faire le produit de la matrice P par la matrice V, ici. Et donc il faut toujours avoir à l'esprit que un produit matriciel n'est pas toujours possible, donc on s'assure que ce soit le cas. Donc P est une matrice 2 lignes, 3 colonnes, donc de format 2-3. La matrice V, c'est l'inverse, c'est une matrice 3 lignes, 2 colonnes, donc 3-2. On voit que les nombres 3 en plein milieu, je les ai mis en caractère gras, sont identiques, donc le produit matriciel est possible. Et on obtient pour résultat les deux nombres qui sont aux extrémités, donc une matrice de format 2-2, ce que l'on obtient ici, en termes de structure. Donc, sur le produit de P fois V, de P par V, on a déjà fait les calculs au préalable, donc la méthode, vous vous souvenez bien. Si vous avez besoin de faire une pause en plein milieu de la vidéo, n'hésitez pas, faites vos calculs, assurez-vous que tout va bien. Si vous voyez une erreur, ça peut arriver, n'hésitez pas à le signaler, et je corrigerai ça. Donc, vous obtenez donc pour le produit de la matrice P par V, c'est moins facile aussi à disposer sur le Word qu'au tableau, évidemment. Au tableau, on fait un peu ce qu'on veut, ici c'est un peu plus compliqué, donc voilà, vous serez indulgent par rapport à ça. Mais vous avez de quoi écrire, donc n'hésitez pas à les disposer comme on l'avait fait, en décalé, P à gauche et V sur la partie au-dessus, pour pouvoir bien mettre en évidence les différents calculs que vous devez faire pour obtenir les nombres que voici. Donc voici la matrice P fois V. On peut également vérifier ça via la calculatrice avec les matrices. Et donc si on regarde les différents calculs qu'on a fait pour obtenir cette matrice, sachant que la matrice V correspond donc ici à l'aliment A1 au fait qu'il y a donc 5 grammes de lipides, 12 grammes de protides et 30 grammes de glucides. Donc tout ça correspond à l'aliment donc A1. Quand on fait les calculs, on a donc 5 grammes qui va être multiplié par 0,3, 12 qui va être multiplié avec 0,5 et 30 qui va être multiplié avec 0,8 pour obtenir 31,5. Le problème, c'est que dans le cadre concret, j'entends, 0,3 correspond à 0,3% pour une recette, mais il est associé à 0,7. Pareil avec 0,5 et 0,5, et pareil avec 0,8 et 0,2. Autrement dit, 0,8, 0,5 et 0,3 n'ont a priori rien à voir entre eux. Le fait d'avoir fait 30%, puisque c'est 0,3, c'est une proportion, donc 30%, 30% de 5 grammes de lipides, puis après 50% de 12 grammes de protides, et 80% de 30 grammes de glucides, ça ne correspond à rien par rapport au cadre concret. Par contre, quand vous faites le calcul donc inversé, c'est-à-dire V fois P, bon, on fait la même démarche, on remarque que le produit est toujours possible, même si c'est inversé. Les deux colonnes avec les deux lignes coïncident, puisque c'est au milieu, donc le produit est possible. On obtient une matrice 3,3. Donc vu ce qu'on attend dans l'énoncé, il y a a priori plus de sens. Et voilà ce que vous obtenez. Et là maintenant, c'est un cadre concret. Ça correspond à quelque chose.
C'est-à-dire que tous les calculs, hein, c'est toujours possible a priori, lorsque c'est le cas en particulier pour les matrices, on obtient quelque chose, hein, c'est possible concrètement, mais en termes d'interprétation avec le cadre, donc ici la recette, la proportion d'aliments A et d'aliments A1 et d'aliments A2, eh bien ça n'a pas de sens réellement. Et donc, si vous faites V fois P, donc vous avez fait 5 fois 0,3 et, alors que je dise pas de bêtises, oui, donc 5 fois 0,3 et 8 fois 0,7. Donc là, ça correspond bien, puisque on va prendre 30%, hein, dans la première ligne, c'est les pourcentages de l'aliment A1. Donc les nombres de la première ligne vont toujours être multipliés avec les nombres de la première colonne de V. Donc ça, c'est plutôt normal. Et puis la deuxième ligne, donc 70%, 50%, 20%, c'est la proportion, hein, pour chacune des recettes de l'aliment A2. Et ça tombe bien puisque ces nombres-là vont être à chaque fois multipliés par ces nombres-là qui correspondent à la répartition en termes de glucides, lipides et protides de l'aliment A2. Donc déjà ça a un sens. Et puis on peut voir, hein, que si je prends 30% de l'aliment A1 et 70% de l'aliment A2, bien évidemment ça va s'additionner en proportion, évidemment, pour le nombre de lipides sur ma première ligne. Donc si on souhaite avoir un sens de tout ça, sachant que là ici c'est les proportions pour la première recette, pour la deuxième, pour la troisième, qui vont donc correspondre à la première colonne, deuxième et troisième colonne. Donc ici c'est des résultats pour ma première recette. Ici ce sont des résultats donc pour ma deuxième recette. Et ici la troisième colonne c'est donc des résultats pour ma troisième et dernière recette. Et si on regarde pour V, la première ligne correspond aux différents lipides, hein, qu'il y a dans chaque aliment A1 et A2. Puis dans la deuxième ligne, aux différents protides pour l'aliment A1 et A2. Et pour la dernière ligne, les différentes répartitions des glucides sur les différents aliments. Et donc, ma première ligne qui est ici, correspondant à celle-ci, c'est donc la répartition des lipides pour ma première recette, les lipides pour ma deuxième recette et les lipides pour ma troisième recette. Et puis pareil pour les autres. Donc là, on a un sens. Ça permet de donner justement les quantités nutritives, donc en lipides, en protides et en glucides, pour la recette 1, 2 et 3. Alors désolé, hein, j'ai attrapé une petite toux, hein, rien de bien méchant pour le moment, donc voilà, je risque de tousser à plusieurs reprises, hein, je vais essayer de faire attention. Donc voilà, là ça a un sens, on voit qu'on peut faire un produit matriciel de deux matrices et que concrètement ça nous apporte quelque chose, contrairement à ce qu'on avait pu faire auparavant. Et donc il nous reste une question sur cet exercice, la question 3, et donc on vous demande la proportion P d'aliments A1, donc je l'ai noté P, hein, et donc j'ai noté également Q, la proportion d'aliments A2, même si c'est pas noté dans l'énoncé, eh bien je le mets sur ma copie et donc c'est clair pour celui qui me corrige. Et évidemment, on a déjà une première relation entre P et le nombre Q, puisque si j'en fais la somme, j'obtiens 1, correspondant à 100%. Ou Q égale à moins P, autrement dit, si je trouve l'un, je trouve l'autre. Et puis, on vous demande de savoir quel mélange on va devoir faire pour comporter 6,8 g de lipides, donc le nombre qui est ici, 10,8 g de protides et 33 g de glucides. Et bien, évidemment, hein, c'est par rapport aux aliments A1 et aux aliments A2. Donc on pourrait faire un petit calcul matriciel. En fait, cet exercice va me permettre d'embrayer avec autre chose qu'on va faire par la suite sur la fin de ce chapitre. Quand on va passer des systèmes à des équations matricielles, on verra que ça a un intérêt. Et donc, le 5, 12, 30 correspond évidemment, vous l'avez remarqué, aux différentes répartitions nutritives pour l'aliment A1, qui sera en proportion P, d'après l'énoncé, d'où ces nombres-là sont multipliés par P. Puis je vais les additionner avec une certaine proportion de l'aliment A2, avec 8, 10, 35, eh bien, les quantités nutritives pour l'aliment A2. Évidemment, ceux qui sont associés, hein, les lipides avec les lipides, les glucides avec les glucides, les protides avec les protides. Et donc je dois résoudre ça. Donc évidemment, hein, il y a une équation de trop, puisque on va faire un petit rappel sur ce que vous avez pu faire en troisième, en seconde, éventuellement en première. Lorsque vous avez deux inconnus, il suffit de deux équations. Donc là, on en a une en trop. Donc on peut
Remarquez qu'il y en a une qui est inutile. Je vous laisse regarder, faire vos calculs si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas notre propos. Nous, ce qu'on veut, c'est résoudre. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je vous en propose une. Je vais faire par combinaison linéaire. Donc là, ici, la deuxième équation, je la laisse tomber, au final. Et ma première équation, je vais la multiplier par 6, et tout. Donc tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite. Donc 6 fois 6,8, ça fait 40,8. Donc voilà, vous avez un secret aussi, tout est préparé. Donc le nombre est déjà mis, c'est pas que je l'ai fait de tête là, maintenant, tout de suite. 6 fois 8, donc 48, et 6 fois 5, 30. Donc on obtient cette équation-là. Et puis, je remarque pourquoi j'ai fait ça, tout simplement parce que déjà c'est assez simple, et je vois que 5, en multipliant par 6, ça fait 30. Si j'avais dû faire avec 12 ou autre, j'aurais été un petit peu plus embêté, et j'aurais dû multiplier deux équations par des nombres différents, de sorte à obtenir ce que je veux. Un petit peu plus embêtant. Par exemple, 5, j'aurais pu multiplier par 12, la première équation, j'aurais pu la multiplier par 12, et la deuxième par 5, pour avoir le même coefficient sur P, à savoir 60. Un peu embêtant. Et alors que là, j'ai quand même un nombre pas trop grand, voilà pourquoi elle est simple, et donc j'y vais. Donc, si je prends ma première équation et que je soustrais avec la deuxième, j'ai donc 30p moins 30p, hop, ça disparaît. Voilà pourquoi dans l'équation qu'on obtient, il n'y en a plus. 48 fois q moins le nombre 35q, 48 moins 35, ça fait 13, donc 13 fois le nombre q. Et 40,8 moins 33, ça fait 7,8. On résout, on trouve que q est égal à 0,6, c'est-à-dire que la proportion de l'aliment A2, puisque q c'est A2, est à 60%. Et donc P, évidemment, c'est 0,4, 1 moins 0,6. Sinon, on peut également remplacer dans l'une de ces équations, et on va trouver 0,4. Et donc, ainsi, la proportion de l'aliment A1 et de 40%. Et ceci conclut l'exercice. Donc évidemment, si vous avez des questions, on se retrouve sur le Discord, vous pouvez l'arrêter à tout moment, il n'y a pas de souci, vous pouvez la reprendre aussi à n'importe quel moment, aucun problème. Vous pouvez faire pause, évidemment, moi je vais enchaîner avec le cours. Et donc le cours, voici, nous étions arrêtés la fois dernière sur différentes propriétés, c'était un théorème avec les propriétés de la multiplication sur les matrices, de la multiplication par rapport à l'addition, donc on passe au grand 2. Pour rappel, le grand 1 était le calcul matriciel. Donc, grand 2, vous avez les matrices inverses et les systèmes. Alors, évidemment, vous aurez à disposition la vidéo, mais je vous conseille vivement de compléter votre cours. Déjà parce qu'on va revenir au lycée, donc il faudrait l'avoir complet. Tant qu'à faire, je ne sais pas quand, mais on y reviendra un jour. Et en tout cas, je le souhaite, le plus possible. Mais si vous laissez ça en plan, vous n'écrivez pas, vous apprenez moins bien. Donc voilà, c'est un roulement qui fait que ça va poser problème par la suite. Donc je vous conseille vivement d'écrire. Vous avez le temps de faire des pauses, vous pouvez revenir. Vraiment, c'est vous qui gérez votre temps. Je pense que vous êtes assez grand pour savoir ce qui est le plus important pour vous. Et donc, petit 1 puissance d'une matrice carrée. Alors, qu'est-ce qu'une puissance? Déjà, on va expliquer ce que c'est, d'où la définition. Je prends n un entier naturel non nul, et A une matrice carrée. La puissance énième de la matrice A, que l'on va noter A puissance n. Alors là, sur Word, là, la puissance n'est pas terrible, là, elle n'est pas très jolie. Mais mettez bien n en hauteur. A puissance n. C'est la définition que vous avez vue au collège, lorsque vous notez x puissance n, x au carré d'ailleurs. Donc c'est la matrice A fois A fois A, comme ça, un certain nombre de fois. On multiplie toujours par la même matrice. On a le droit parce qu'elle est carrée, donc en fait tout est possible. On obtient une matrice de même forme, de même structure, de même format. Et combien de fois apparaît le A? Évidemment n fois. Donc A carré, c'est A fois A au cube c'est A fois A fois A, etc. etc.
Par convention, puisque là on a pris un entier n non nul, et si je prends n égale à 0, et bien vous connaissez, hein, dans les nombres, 2 puissance 0, ça fait 1. Ça fait pas 0, hein, ça fait 1. Comme vous avez pu le voir sur les suites géométriques, hein, à chaque fois on faisait des rappels dessus, en obligatoire. Et donc, eh bien ici, la matrice qui correspond, lorsque je mets a puissance 0, eh bien c'est l'analogue avec les nombres. Multiplié par 1 dans les réels, ça ne modifie pas la valeur. 2 fois 1, c'est pareil que 1 fois 2, c'est 2. X fois 1, c'est pareil que 1 fois x, et en fait c'est x. Donc le faire fois 1, ça sert à rien. Il y a une matrice qui correspond à ça, c'est ce qu'on appelle la matrice identité. Donc la matrice identité, on en a parlé à l'oral, je ne suis plus sûr qu'on l'ait écrit au sein du cours. C'est, je sais qu'on a noté I2, on a noté quelques fois, mais je ne sais pas si elle est dans le cours à proprement parler. Donc évidemment, un petit rappel, la matrice I, c'est la matrice qui possède des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Donc ici, il n'y a pas de format, hein, puisque j'ai essayé de simplifier la définition, donc elle n'est pas très rigoureuse en soi, parce qu'on n'a pas le format de la matrice A, mais en fait elle n'est pas très embêtante. Et donc I, c'est une matrice avec des 1 sur la diagonale et 0 partout ailleurs. Et la matrice I a pour particularité que peu importe la matrice que je prends, alors évidemment où le calcul est possible, hein, ça, on s'entend, puisque c'est B fois I, une matrice B quelconque, avec des 0 ou pas de 0, peu importe, une matrice quelconque. Quand on la multiplie par la matrice identité, donc celle où il y a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs, c'est pareil que de faire I fois B. Alors déjà c'est plutôt sympa, hein, parce qu'on a déjà vu que ce n'était pas toujours le cas, mais pour la matrice identité ça marche. Et en fait ça revient à ne rien faire, donc ça donne la matrice B. Donc voilà, poursuivons avec un théorème. Certains l'ont fait au tableau quand je vous avais demandé de faire l'identité remarquable, donc A au carré. Donc certains avaient mis directement à l'intérieur de la matrice tout au carré. Bon, ça ne marche pas, et je vous avais dit, on verra un cas particulier, eh bien le voici. Et donc, pour tout entier naturel n non nul, et pour tout nombre réel a et b, donc là j'ai une matrice de 2, mais en fait ça marche pour une matrice 3-3, hein. Dès que j'ai une matrice diagonale, donc des nombres quelconques sur la diagonale, ils peuvent même être égaux à 0, c'est pas très embêtant. Par contre, l'obligation c'est d'avoir des 0 partout ailleurs. Et bien quand je la mets à la puissance n, ou puissance 2, ou puissance 3, peu importe, hein, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Et bien là j'aurai le droit de faire ce calcul. Je vais obtenir la matrice de même format, donc une matrice ici de 2, puisqu'on était parti d'une matrice de 2, donc ça c'est normal, et bien la puissance va se mettre sur la diagonale. Ça va être important, puisque dans certains calculs après, il va falloir transformer la matrice que l'on aura pour se ramener à une matrice diagonale. On verra ça dans les exercices, tout sera détaillé, et on pourra poursuivre les calculs grâce à cette propriété. Et donc on enchaîne avec le petit 2, l'inverse d'une matrice. Donc je ne vais pas trop vite pour vous laisser le temps d'écrire évidemment. Vous avez une première définition de ce qu'est la matrice inverse. C'est le titre de cette partie. Donc on prend, quoi qu'il arrive, une matrice A qui est carrée, donc d'ordre n. Donc d'ordre n, c'est de format n lignes, n colonnes. Bien, je vais prendre une matrice B pareil, même format, pour pouvoir faire les calculs qui vont être importants. Et bien, je dis que c'est l'inverse de A si elle vérifie la relation A fois B égale à B fois A égale à I. C'est exactement la même chose que pour les nombres. 2, c'est l'inverse de 1/2, ou 1/2, c'est l'inverse de 2. Pourquoi? Mais parce que 2 fois 1/2, ça vaut 1. Et le 1, c'est le nombre identité, entre guillemets. Donc, vous ne me les voyez pas faire, mais je pense que vous m'avez vu souvent le faire en cours, donc vous imaginez bien. Donc, quand je multiplie par 1, ça ne change pas. Quand je multiplie par I une matrice, ça ne change pas. Donc, c'est le truc identité. Et bien, quand je multiplie deux matrices entre elles et que j'obtiens l'identité, eh bien, j'ai l'inverse de la première matrice. Et évidemment, si elle a
elle admet l'inverse, hein, c'est pas toujours sûr, hein. D'ailleurs on connaît un nombre réel qui n'admet pas l'inverse, 0. 0 n'admet pas l'inverse, hein. 0 fois quelque chose ça ne fera jamais 1. Alors, évidemment on n'est pas sur les limites, hein, mais on obtient ce cas-là. Donc pour les matrices, a priori, on sait que c'est un peu plus compliqué, un peu plus le bordel, entre guillemets, sur les calculs de produits matriciels, donc ça va être encore pire pour le calcul de l'inverse. Et effectivement, si la matrice A, une matrice carrée admet une matrice inverse, on a une première information, parce que c'est pas toujours sûr, donc si elle admet une matrice inverse, eh bien on a un résultat qui fait que cette matrice est unique. Alors pour les nombres, ça paraît évident, hein, l'inverse de 2, il n'y en a qu'un, voilà, c'est évident. Mais pour les matrices, a priori, on n'est pas sûr, hein, parce qu'il y a plein de calculs à faire. Évidemment, plus la matrice A est grande, plus il y a de calculs, donc on n'est pas sûr à 100%. Mais je vous assure, c'est bon. Et on peut donc la noter, hein, A puissance moins 1. Ce qu'on a pu faire également pour les nombres, lorsque on note x puissance moins 1, en fait ça correspond à 1 sur x. Et donc on va démontrer ce résultat-là. Et pour ça, pour démontrer l'unicité, souvent ce que l'on suppose, c'est qu'il existe deux matrices qui vérifient les informations, et puis on va montrer qu'en fait ces deux matrices sont égales. Donc on va faire ça. Je vais supposer que j'ai deux matrices B et B' qui vérifient A fois B égale B fois A égale I, autrement dit que A et B sont inverses l'une de l'autre, et pareil que A fois B' est égal à B' fois A est égal à I aussi. Donc j'ai la même relation, hein, mais a priori, rien ne me dit que B et B' soient identiques. Par contre, je vais pouvoir transformer un petit peu et donc écrire quelque chose qui va me permettre de montrer que je vais avoir un certain résultat. Et donc, si j'écris B', alors ici, sous cette forme, c'est-à-dire si je la multiplie par le nombre, par la matrice A fois B, donc en faisant d'abord A fois B, puis ensuite le produit du résultat par B', et j'obtiens un truc un peu particulier, puisque A fois B, eh bien, grâce à la relation qui est là, hein, j'obtiens que c'est la matrice identitaire. J'ai donc B' fois I. Et je sais que multiplié par l'identité, en fait, ça ne sert à rien, donc ça ne bouge pas et j'obtiens B'. Or, pardon, mauvaise manipulation. Or, on a, en faisant le calcul différemment, donc c'est-à-dire dans un sens différent, c'est-à-dire d'abord je fais le produit de B' par A, puis ensuite de B, donc ça s'écrit ainsi. En fait, j'ai la même chose, hein, puisque c'est un théorème que l'on a vu, c'est le dernier théorème que l'on a vu, hein, c'est le premier point du dernier théorème que l'on a vu la semaine dernière. B' fois A, bien ça vaut I, et I est multiplié par B, et j'obtiens B. Donc, suivant l'ordre dans lequel je fais mes calculs, sachant que de toute façon ça me donne le même résultat, c'est le théorème qui me l'assure, eh bien, ce que je peux dire, c'est que ma matrice B est égale au produit de B' par A puis par B, dans ce sens-là. Mais c'est aussi égal à ce calcul-là, et donc j'aurai que les deux matrices B et B' sont égales. Et donc, évidemment, grâce au théorème, on va pouvoir les noter toutes les deux à moins 1. Donc, pour le cours, on ne va pas aller beaucoup plus loin, puisqu'on va faire quelques exercices, je vous les laisse. Et je vais mettre une dernière remarque, ce que j'ai dit à l'oral, donc on va l'écrire quand même, pour que ce soit clair. Toute matrice carrée n'admet pas forcément d'inverse. Et tout comme un nombre a priori quelconque, dans R n'admet pas forcément d'inverse, et il n'y en a qu'un seul, c'est le nombre 0. Alors que pour les matrices, c'est un peu plus compliqué, on verra des exemples. Et donc, on va s'arrêter là pour le cours. Donc le cours s'arrête sur cette dernière phrase de la remarque, et puis on poursuit avec les exercices. Je vous laisse donc travailler, faire à la page 519 le numéro 77, donc ça se fait assez vite, même si les calculs paraissent un peu longs, il y a quand même pas mal de zéros dans les matrices.
Donc vous allez voir, ça se fait plutôt bien. Je vous laisse enchaîner avec le 79 qui est un peu particulier, mais il faut, voilà, hein, c'est les premiers instants sur le calcul matriciel, donc il y a des choses assez surprenantes, donc plus on en fait, plus on voit des choses, plus on se les approprie. Vous enchaînez avec le 80, donc là qui est un petit peu particulier. Alors, de toute façon on va corriger tout ça, hein, comme en cours. Et puis je vous laisserai poursuivre avec le 86 qui lui va être important, et on verra pourquoi bientôt. En particulier pour le bac, hein, il peut y avoir des questions de ce style, donc il faut avoir déjà vu le style d'exercice pour pouvoir répondre à ces questions. Mais c'est toujours la même chose, donc il n'y a pas de problème. On est même capable d'inventer ce genre d'exercice assez facilement avec à peu près n'importe quelle matrice, donc je vous laisse faire ça. Évidemment, vous pouvez arrêter la vidéo, la correction va être apportée avec une deuxième vidéo qui sera apportée par la suite, hein, une fois que vous m'aurez posé évidemment toutes les questions sur le cours. Mais vous pouvez, même si vous n'avez pas de questions, hein, et même si vous en avez, hein, vous pouvez déjà commencer à faire ces exercices. Donc voilà, bon courage.